publicité se cache partout et l'analyse, l'appréciation de la publicité se fait quel que soit le support, quelle que soit la nature du support publicitaire. Premier arrêt, la chambre criminelle, une notice d'utilisation est un support publicitaire. Et donc c'est aussi l'évolution des pratiques déloyales. La notion de publicité est considérablement élargie. On ne dit plus que la publicité traditionnelle, pas seulement la publicité traditionnelle, mais toute forme de communication, toute publicité comparative. Il n'y a pas énormément d'actualité en matière de publicité comparative. Vous avez parmi les arrêts de la Cour de justice ou les arrêts de la Cour de cassation sur les comparateurs de prix Leclerc. Aujourd'hui, la comparaison est rentrée dans le régime traditionnel de la publicité, avec les contraintes propres à la publicité comparative. L'inexactitude ou l'ambiguïté de la publicité, c'est un vrai sujet. Il y a des publicités de nature induire en erreur et qui sont déloyales, même si elles ne sont pas tout à fait fausses. Mais dès lors qu'on n'a pas d'éléments suffisamment précis, qu'on n'a pas donné tous les éléments d'information, la publicité pourrait être sanctionnée. Passer la parole à Linda Arcelin. Je vous remercie évidemment d'avoir accepté de venir. Pourquoi est-ce que nous avons demandé à Linda de venir? C'est parce qu'elle est une grande spécialiste à la fois du droit de la concurrence et du droit de la publicité. Je pense que c'est très intéressant justement de voir, au-delà des deux manuels, des deux traités que tu as rédigés, de voir le lien entre la concurrence et la publicité. Et le thème que tu vas aborder, je pense, est très illustratif de ça. Je vais vous parler sur les trois thèmes d'aujourd'hui, à savoir le cas de la publicité clandestine qui peut apparaître sur les réseaux sociaux, le native advertising et je terminerai par la publicité cachée. Les enjeux juridiques s'apprécient en termes de loyauté. Loyauté envers le consommateur, l'internaute qui va recevoir cette publicité, la loyauté dans la façon dont on va présenter le message. L'internaute doit comprendre que c'est un message commercial et également l'annonceur doit se présenter comme une entreprise, comme un annonceur et pas se cacher derrière. Si nous ne sommes pas dans une publicité ou une pratique commerciale, les règles du code de la consommation ne s'appliquent pas. Attention, les règles déontologiques s'appliquent. Les recommandations de l'art s'appliquent quelle que soit la nature du message. Donc on peut très bien imaginer qu'un blogueur payé par la marque pourrait être qualifié de professionnel au sens de la directive et être appréhendé par le code de la consommation. Après, il y a un problème qui se pose, c'est la preuve. Comment prouver qu'il agit pour le compte de cet annonceur, que derrière les propos, il y a la marque. Lorsqu'on est un concurrent qui considère qu'il peut être victime de commentaires trop élogieux, comment réunir la preuve, comment établir le fait que ce commentaire émane non pas d'un vrai consommateur, mais de la marque elle-même, de l'annonceur? C'est toute la difficulté. Nous avons des règles, mais elles restent en fait à l'état théorique parce qu'il n'y a aucun. Le concurrent n'a pas accès à l'identité de l'auteur du commentaire. Il ne peut pas avoir accès à cette identité. Donc ça reste encore la principale difficulté. Sauf à être après, dans le cadre de respecter la norme AFNOR, là on pourrait avoir des donc ça oblige la victime, le concurrent, les associations de consommateurs à faire un 145, à faire un certain nombre de démarches procédurales avant d'engager le procès pour réunir la preuve. Ce qui est quand même... Dans notre métier, on vend une journée de location de voiture 30 €, Avis la vend à 80 €. Avis dit au comparateur, je vais donner 30 € au consommateur. Donc le consommateur va payer 50 €. Et à toi, comparateur, je vais te donner 10 €. Donc Avis a récupéré 40 € pour sa journée de location de voiture. Le comparateur, 10 €. Moi, je commence à 30 €. Comment voulez-vous que je donne quelque chose au comparateur, en tous les cas 10 €? Et donc, je ne sors jamais des comparateurs. Que faire? C'est l'arrêt du 4 décembre, demander à ce que le comparateur informe clairement des liens qu'il peut avoir avec les annonceurs. De professionnels, nous, quand on organise dans les agences
certains billets avec des blogueurs pour tel ou tel annonceur. Ils sont choisis évidemment par rapport à leur domaine de prédilection. C'est qui vous dire l'opinion, ce que vous voulez. Quelle est la relation contractuelle qu'on a donc avec ces personnes? Alors après, tout dépend de la culture. J'ai peur que ce soit un peu souvent. Parce que, évidemment, c'est les mêmes. On prend à peu près le même panel de blogueurs, hein, parce qu'ils sont connus. Enfin, en général, que ce soit dans le cosmétique, dans la mode, je ne sais pas quel, peu importe le produit, ils sont plutôt connus, ces gens-là. Et évidemment, c'est ceux-là qu'on va les toucher. Qu'est-ce que le job? Oui, c'est de choisir ceux-là.